C'est un constat. En Côte d'Ivoire, les femmes sont sous-représentées aussi bien comme électrices que dans les fonctions dirigeantes au sein des assemblées élues, et ceci malgré leurs compétences maintes fois démontrées en tant que leaders et agents du changement et en dépit de leur droit de participer en toute égalité à la gouvernance démocratique. Les femmes sont confrontées à deux sortes d'obstacles sur la voie de la participation à la vie politique. D'une part, des entraves structurelles causées par des lois et des institutions discriminatoires qui réduisent encore aujourd'hui leur possibilité de se porter candidate à un mandat politique. D'autre part, faute de moyens, les femmes ont de moins en moins de chances que les hommes. Côte d'Ivoire politique, quel engagement des femmes, c'est le sujet du jour. Et pour en parler, nous recevons deux dames. Maître Viviane Tanoé, présidente du Parti pour la République et la démocratie. Elle est notaire, elle est également membre du Conseil économique culturel. Et nous avons en face d'elle Madame Noëlle Oulé, présidente de la plateforme politique des femmes candidates de Côte d'Ivoire. Elle est membre du bureau politique du PDCI-RDA, parti politique d'opposition en Côte d'Ivoire. Mesdames, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci Max. Alors, je commence par vous, Madame Oulé. Plus de 60 ans d'indépendance, 30 ans de multipartisme. Alors aujourd'hui, première question, en Côte d'Ivoire, quelle place occupe la femme en politique? Si je veux me fier aux statistiques, la femme n'est pas présente dans les milieux politiques. Je vais sur la base objective, parce qu'il nous a été donné en 2019 par le président de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, de prendre un décret à son aise pour que la femme soit représentée à hauteur de 30% dans les instances de prise de décision et dans les assemblées élues. Et il se trouve que 3 ans après, le constat est encore très léger, très faible. Donc je ne vais pas m'appesantir sur les quelques femmes qui sont encore en train d'être dans les instances pour dire que les femmes sont représentées dans les instances. Moi, je partirai sur la base que l'objectif de 30% seront atteints. Je pourrais dire, effectivement, les femmes sont représentées. C'est un avis que vous partagez, maître? Oui, plus ou moins. Je dirais que le problème de la représentativité des femmes de manière générale dans la vie politique est un problème général qui touche le monde entier. Et je citais pour cela un avis de l'Assemblée générale des Nations Unies qui l'a dit et qui nous affirme qu'aujourd'hui, sur tant de pays que nous avons au monde, il n'y a que 10 femmes présidentes de la République et puis 22 femmes chefs de gouvernement. Mais en Côte d'Ivoire, par rapport à ce que Madame vient de dire, je partage son avis et nous disons qu'il y a beaucoup de compétences en Côte d'Ivoire. Il y a d'énormes compétences féminines et il y a aussi besoin d'avoir des mesures d'incitation parce que le quota de 30%, nous nous rendons compte que ce quota, comme l'a dit Madame, n'est pas encore atteint. Et j'en veux pour preuve 22 femmes députées et l'instance qui donc a respecté un peu ce quota, c'est le Conseil économique et social, environnemental, dont je suis membre. Là-bas, au Conseil économique, il y a 30 femmes. On en reparlera tout à l'heure, mais pourquoi être une femme aujourd'hui en politique, en Côte d'Ivoire, est perçue comme un stigmate légitimement aujourd'hui? Bon, vous savez, le problème des femmes, c'est un problème général. Je suis une femme, voilà, je suis à tel poste de responsabilité, et ça devient une éphéméride. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une question de mentalité aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des discriminations, il y a des stéréotypes sexistes par rapport à la femme. Et donc, dès qu'une femme est positionnée à un poste de responsabilité, on a toujours ces préjugés. C'est une question de mentalité. Et nous pensons que c'est parce que notre société est d'abord faite pour les hommes. Et donc il y a ces préjugés, ces discriminations. Mais il nous appartient aux femmes de démontrer que nous sommes aussi valables. Parce que comme disait Madame tout à l'heure, nous avons fait les mêmes études, nous avons eu les mêmes expériences. Souvent même les femmes ont plus d'expérience que les hommes. Mais il apparaît plus simple quand un homme a un poste, ça apparaît évident à la population. Mais quand c'est une femme, c'est toujours les problèmes de préjugés.
Alors, Madame Noël Oulé, vous êtes membre du bureau politique du PDC RDA. Pourquoi aujourd'hui être une femme en politique est perçue comme un stigmate légitimement? Pourtant, ça ne devait pas l'être. Et moi, je vais prendre l'exemple vraiment que je me plais à illustrer, celle de la première présidente de Libéria, Johnson Sirleaf. Elle a été la présidente parce qu'elle n'a pas vu, au début, le pays n'était pas pour, parce qu'il ne voyait pas une femme capable de diriger un pays. Donc on est déjà stigmatisé. Mais elle est allée au-delà de ça. Et c'est plus un mérite. Moi, depuis que j'ai vu qu'une femme pouvait être présidente de la République, je pense que ce mérite-là, ça nous appartient. Ça appartient aussi autant aux femmes qu'aux hommes. Donc moi, à mon niveau, je ne vois pas ça de cet œil-là. C'est un droit pour moi d'accéder au niveau où je veux bien. Donc pour généraliser cela, le wake-up est en train de venir. Donc pour ceux qui pensent qu'il faut toujours dire oui, notre place, non. Aujourd'hui, on a notre place, on veut conquérir cette place-là. Donc, voilà. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de sous-féminisation de la sphère politique ivoirienne? Oui, on peut parler de sous-féminisation parce que les femmes ne sont pas présentes. Et surtout en Côte d'Ivoire, comme je le dis, on peut généraliser les cas, mais je veux qu'on solutionne notre problème interne. La Côte d'Ivoire doit d'abord atteindre les 30%. C'est déjà un premier pas. Une fois qu'on atteint cet objectif de 30%, on pourra dire que nous sommes présents. Et ça, je vais rester ferme dessus tant que nous n'avons pas atteint les 30%. On peut citer mais si on veut parler de quotas, on veut parler de parité, 30 et 70%, quelque part, c'est reconnaître aussi la légitimité ou bien la supériorité des hommes. Oui, bien sûr. Déjà se contenter des 30%. Nous estimons que les 30% étaient fixés par une volonté politique. On ne devrait pas, nous les femmes, se contenter des 30%. Absolument. Parce que ce serait reconnaître implicitement que les 70% doivent aller automatiquement aux hommes. Ce que moi, je ne reconnais pas. Moi, j'estime que nous ne devons pas, les femmes ne doivent pas être cantonnées dans un quota, mais que les femmes elles doivent aller au-delà parce qu'elles ont les mêmes capacités que les hommes. Je suis dans la même lignée que maître. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Vous voyez, on était à zéro. Parce qu'il fallait chercher dans l'histoire les femmes qui ont prouvé pour pouvoir illustrer nos compétences, pour pouvoir expliquer pourquoi les femmes doivent être au devant de la scène. Quand on parle d'Abla Pokou, elle a pu, c'est vrai. Mais chaque époque, sa réalité. Aujourd'hui, nous étions à 0, nous sommes en train de monter à 30. On va accepter les 30 et nous allons revendiquer le 50. Et on pensera que nous pourrons être d'égal à égal. Mais pour le moment, nous voulons d'abord atteindre les 30. Pour la question de volonté, parce que le chef de l'État a eu cette vision que je partage de nous octroyer cette volonté. Ce que je veux dire, madame, c'est que déjà, nous, c'est une loi qui date de 2016. Oui. Mais déjà, il faut le savoir, au Sénégal, déjà, et au Rwanda, depuis 1994, il y avait déjà le quota de 30%. Donc, par rapport à la Côte d'Ivoire, je peux même dire qu'à ce niveau-là, nous sommes un peu en retard. En retard, voilà. Est-ce que quelque part aujourd'hui, si je peux dire, cette vision est populaire? Est-ce qu'elle est vraiment partagée par, si je peux dire, une partie importante des femmes? La vision des 30%. Parce qu'on a vu, à la faveur de certaines élections, on voit des femmes complètement s'écarter pour laisser d'autres hommes se présenter ou bien être choisis candidats pour un scrutin électoral. Alors, est-ce que quelque part, ce projet est véritablement porté par les femmes? C'est vrai qu'on pourrait reprocher aussi, c'est vrai que nous disons les femmes ne sont pas assez représentées, elles sont faiblement représentées, mais il faut aussi dire que les femmes en Côte d'Ivoire ne sont pas tellement intéressées par les joutes électorales. Hein. Il faut le dire. Parce que les joutes électorales, je le dis sous le couvert un peu de madame, qui elle-même a été candidate comme moi. Quand vous décidez d'être candidate, il faut maîtriser le terrain. Cela veut dire que déjà des années auparavant, vous avez fréquenté la population, hein, là où vous souhaitez vous présenter. Donc, vous avez été proche des populations, vous avez mené des actions sociales, vous vous êtes fait connaître. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections en 2022 ou 2021 que vous vous levez et vous dites j'y vais. Il faut d'abord avoir marqué son terrain, être quelqu'un qui est représentatif de sa population, de sa région, qui est connu. Alors, au niveau des partis politiques, vous le savez qu'il y a des primaires en interne.
En général, les femmes se plaignent en disant oui, les hommes ont été choisis au détriment des femmes, etc. Mais je pense qu'il y a un arbitrage. Ils vont sur le terrain, hein, comme nous, dans mon parti, au PRD, nous allons sur le terrain, nous avons présenté 12 candidats, mais nous sommes allés sur le terrain pour faire les primaires, pour voir quels sont les candidats qui avaient des chances de gagner, quels sont les candidats qui étaient connus par les populations. Donc là encore, il faut mener des actions. Mais si les femmes ne sont pas intéressées par les joutes électorales, ce n'est pas parce que c'est des femmes qu'il faille forcément les imposer. Est-ce que quelque part, c'est pas la société aussi qui promeut cette façon de faire là, une sorte de genreisation, voilà, qui part de la base? Oui, je vous ai parlé de la société. On a une société phallocrate où l'homme est perçu absolument comme supérieur à l'homme. Est-ce que quelque part, c'est pas motivé par, si je peux dire, un système? Et le système, il était déjà là. Vous avez suivi tout à l'heure quand j'ai dit on vient de 0 et nous sommes en train de partir à 3. C'est une question d'habitude. Les gens ont pensé que c'est les hommes qui devaient tout gérer et la femme, elle devait rester en arrière-plan. Vous avez même vu les hommes ont commencé à se trahir en disant derrière une grande femme se trouve, derrière un grand homme se trouve une grande femme. C'est la nuit qui porte conseil. Tout ça pour ramener la présence de la femme de manière indirecte. Ça, je vous l'informe maintenant. Donc, cette idée de présence des femmes, il faudrait que ça commence à la base. Et j'ai voulu vraiment rassurer Maître pour dire que nous, au niveau de la plateforme politique des femmes candidates, nous avons fait le terrain, nous avons fait l'état des lieux, nous avons fini notre diagnostic et nous avons compris qu'il n'y a pas de formation politique à la base. Parce que c'est une volonté que nous devons faire naître aux femmes. Elles ont eu peur des situations parce qu'au niveau de la politique, on parle de violences faites aux femmes, des agressions, de la marginalisation, de la manière même qu'on traite les femmes. Je vais prendre le cas de Rekia Madougou au niveau du Bénin. Mais c'est un cas qui fait école. Personne n'en parle, aucune femme même ne fait de l'activisme pour ça. Mais nous, on va s'approprier cette lutte, même si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, de manière avant-gardiste, parce que nous n'allons pas attendre ici qu'on arrête une autre femme pour qu'on puisse se sentir impliqué. Donc l'exemple de Rekia au niveau du Bénin, elle s'est levée, elle a commencé à faire changer les mentalités, à faire comprendre l'importance de la présence de la femme dans les instances et surtout dans la participation de la vie politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été arrêtée parce qu'elle a eu le malheur d'avoir l'ambition de vouloir briguer la magistrature suprême. Donc c'est ce qui fait peur aux femmes. C'est donc le système. C'est le système. Le système est fait de sorte que... Le système est fait pour favoriser l'homme. Oui, pour revenir au niveau des élections, Maître, au moment des élections qui ont eu lieu cette année, je parle des élections législatives, le pourcentage des femmes aux élections est passé de 10 à 15%. Voilà, 10 en 2016 à 15% en 2021. Alors, qui sont ces femmes aujourd'hui qui déposent les candidatures et puis, quels sont leurs projets? Ok. Alors, ces femmes... Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? D'abord, ce qui justifie cette augmentation, c'est déjà, comme l'a dit Madame tout à l'heure, les 30%, les 30% déjà imposés par le gouvernement. Donc, beaucoup de femmes ont eu le courage de se présenter. Et puis, je voudrais vous dire aussi que pendant ces élections-là, le gouvernement... Beaucoup ont été écartés, absolument. Et puis, pendant ces élections, au cours de ces élections, le gouvernement a mis en place une plateforme qui a formé les femmes. Donc, qui a invité les femmes, qui a incité les femmes à se présenter à ces joutes électorales. Malheureusement, nous en sommes un peu sortis déçus parce que nous étions avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'espoir, et puis nous avons pensé que le gouvernement de Côte d'Ivoire, parce que le président de la République, je l'interpelle d'ailleurs à partir de votre plateau, pour qu'il continue, qu'il aille encore plus loin quant à l'aide apportée aux femmes pour qu'elles puissent, parce que le problème politique aussi, nous sommes un parti politique, mais nous avons besoin aussi de financement. Le problème, c'est ça. Et comme on le dit, les femmes sont plus touchées par la pauvreté que les hommes. Et donc, souvent, toutes ces femmes-là dont vous parlez, ce sont des femmes qui sont à la tête d'organisations de société civile, qui estiment qu'elles sont sur le terrain, qui estiment qu'à partir de ces organisations de la société civile dont elles sont à la tête, elles ont estimé qu'elles avaient quelque chose. Il fallait, pour qu'elles se fassent entendre, il fallait qu'elles
elles aillent en politique, qu'elles fassent leur entrée en politique, parce que comme on le dit, si tu ne fais pas la politique te fait, de manière prosaïque. Donc ces femmes-là ont compris, et pour elles, il faut aller en avant, il faut aller plus loin pour se donner la possibilité d'être à des postes électifs. À ce moment-là, votre voix portera. C'est ça, parce que quand vous êtes député, vous êtes à l'hémicycle, donc votre voix porte. Voici pourquoi ces femmes, ayant compris cette leçon, sont allées de l'avant et qu'il y a eu beaucoup plus de candidatures. Alors, outre ces projections, quels sont aujourd'hui les actes en matière de dynamisation de ce projet? Sur cette question, je voulais quand même rebondir, parce que pour moi, c'est un leurre. On ne peut pas être avec un découpage électoral de moins de 100 circonscriptions en termes de sièges de députés, et puis avoir 10%, et puis passer à 255 sièges, et puis parler de 15%. Vous voyez que le 10% même des 130 est plus élevé que les 10%. Je suis un peu scientifique, donc ça m'interpelle un peu. Ce n'est pas de l'espoir. C'est vraiment pas de l'espoir. Donc je voulais vraiment dire que le gouvernement reconsidère les calculs en parlant de découpage électoral, et tenu compte de la présence des femmes, effectivement, et interpeller les partis politiques, parce que ça commence par là, c'est un peu notre mission, interpeller les partis politiques sur l'application de ce décret-là, la mise en pratique effective de ce décret, et c'est à petite échelle comme ça, quand tout le monde aura apporté sa contribution, que nous pourrions vraiment trouver à dire que 15% de 255 est différent de 10% de 255. Donc les chiffres en attendant que le gouvernement reçoive votre message, alors quels sont aujourd'hui les acquis après 60 ans d'indépendance, après 30 ans de multipartisme? Un petit additif, parce que je ne l'ai pas terminé. Je disais qu'il y a eu beaucoup d'engouement quand on a interpellé, quand le gouvernement a demandé que les femmes qui étaient candidates ou qui voudraient être candidates soient formées au processus électoral, parce qu'il y a un processus, j'en parlais tout à l'heure avec madame, pour dire que se présenter aux élections, il faut connaître le processus, il faut être dans le système pour connaître le processus et les étapes de ce processus. C'est dommage, parce que l'engouement était très fort, malheureusement. Nous sommes sortis de cette formation en espérant que le gouvernement financerait les femmes, aiderait les femmes. Nous allons peut-être parler tout à l'heure des mesures que nous souhaitons qu'on apporte pour qu'il y ait une certaine augmentation de la participation des femmes. On en parlera tout à l'heure, mais je disais que nous sommes sortis assez déçus de cette formation, parce que nous avons pensé que le président de la République aurait fait une belle annonce en disant, écoutez, les femmes, toutes les femmes qui sont candidates, le gouvernement va vous offrir 5 millions, 2 millions. En tout cas, on attendait un petit apport du gouvernement qui n'est pas venu. Malheureusement, pour information, il y a une partie de la population féminine qui a été financée par ce même gouvernement. Donc, c'est une question pour les candidatures. Bien sûr. On va fermer la question et puis on va passer à une autre question. Aujourd'hui, vous parlez, c'est vrai, il y a toutes les critiques qui vont, hein, c'est clair. Mais aujourd'hui, quels sont les acquis après 60 ans d'indépendance, comme je disais, aujourd'hui, après 32 ans du multipartisme, quels sont les acquis aujourd'hui en ce qui concerne les femmes dans la politique ivoirienne? Oui, il y a quand même des acquis. Outre la nomination de Mme Kandia Kamsoro Kamara. Ce n'est pas la première fois. C'est vrai que Mme Kandia Kamara, c'est la première fois qu'une femme est ministre d'État. Il y a quand même 8 femmes dans le gouvernement sur 45 ans. Oui, mais depuis 1960, quand même, avec le président fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, il a quand même nommé des femmes ministres. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas du tout un pays innovant en cette matière. Je veux dire que ce n'est pas maintenant qu'on nomme des femmes. Depuis Houphouët, depuis 1960, il y a des femmes qui sont ministres. Il y a Jeanne Gervais qui a été la première femme ministre, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'était parce que c'était des postes qui étaient ministre de la femme, ministre de l'école, etc., de l'enseignement primaire. Mais le cas de Mme Kandia, mais là le ratio il est quand même important. Mais il faut le dire. 8 femmes sur 41 membres dans le gouvernement, c'est quand même important comparativement aux années antérieures. Oui, le ratio a évolué, en importance. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était une question de volonté politique. Il appartient au gouvernement, au président de la République, puisqu'il y a des femmes. Nous avons toutes les compétences dans tous les domaines. Nous avons des femmes dans ce pays. C'est extraordinaire. Des femmes ingénieurs, magistrats, avocats. Nous en avons dans tous les domaines. C'est une question de volonté politique.
De nommer, on ne va pas à l'école de manière prosaïque pour devenir ministre. On ne va pas à l'école pour être à la tête du trésor ou des impôts. On va à l'école, c'est vrai, on fait des études pour cela. Mais les nominations, elles viennent d'où? C'est politique. Ou bien, oui, mais si un parti politique est au pouvoir, oui. ben ce parti politique choisit ses membres ou d'autres pour les mettre à la tête des institutions. Donc, écoutez, c'est une question de volonté politique pour les nominations, à mon sens. D'accord. Voilà. Quels sont les acquis en matière? Les acquis, elles ont évolué. Mais je veux toujours poser des questions de savoir, au temps d'Houphouët, il y avait combien de ministres et il y avait combien de femmes pour trouver le ratio. Ce qu'on sait, c'est que le ratio était comme le ratio actuel, donc, il est important, et il est historique. À chaque génération, sa réalité. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans la phase de la participation des femmes dans les instances. Et la question de volonté est criarde. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il est question de nomination. Si c'était question de poste sélectif, je peux dire que les femmes n'ont pas la volonté de s'engager. Il faut toujours susciter cela. Mais quand il s'agit de nommer et que le président ou bien le chef du gouvernement a le pouvoir de le faire, qu'il applique simplement, je ne dirais pas bêtement, ce qui a été dit. Donc pour moi, c'est toujours encore en quête. Voilà, l'objectif, tant que ce n'est pas atteint, la volonté pour moi n'existe pas. Mais concrètement, est-ce que les femmes ont cette envie ou bien ont cette volonté de vouloir briguer des mandats? Je vous dirais oui. Bien sûr, je vous absolument, dirais oui. Nous partageons. Voilà, je vous dirais oui, vous voyez que la réaction est synchronisée. Cette volonté, elle est présente. La preuve en est, on a madame en face de vous qui est présidente du parti politique. Vous avez moi aussi qui suis impliquée dans la politique en fonction même de mon niveau d'implication au niveau de mon parti où je suis membre du bureau politique. Ça démontre aussi mon implication, ça démontre ma volonté de vouloir participer à la vie publique. Donc les femmes, elles ont la volonté. Comme elle le disait, on ne peut pas dire qu'on veut faire la politique sans les moyens. Oui. Mais on ne vient pas à la politique pour avoir des moyens. Mais il faudrait que l'État qui est là pour tout le monde, qui est administré par son chef de l'État, Alassane Ouattara, ne regarde pas que les femmes de son parti politique. C'est ce que je pense pouvoir dénoncer. Absolument. Parce que c'est l'information que j'apportais tout à l'heure. Le chef de l'État ne regarde que les femmes de son parti politique pour évaluer la présence de la femme dans les instances de prise de décision. Et là, nous disons non. Bien sûr qu'il regarde, il est chef de l'État, il est là pour tout le monde. Nous disons qu'il faille... Maître, on travaille avec sa famille politique. Oui, c'est sûr, c'est une évidence. Mais quand on est président, on n'est pas président pour son parti politique. Quand on est président, on n'est pas président pour son parti politique. Si vous me suivez bien, je n'ai pas parlé de président du RHDP. RDR, non, j'ai parlé du président de la République. Et lui, il se doit de regarder toutes les femmes de toutes les couches politiques, sans exception. Les femmes capables, les femmes de compétences, les femmes de valeur, elles sont connues. Et cela est su. C'est de ça que madame veut parler. Justement, je vais vous poser une madame, question. Je crois bien. Bien sûr. Justement, je vais vous poser une question. Je pense que c'est l'une des dernières. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, on pourrait voir à la tête de la Côte d'Ivoire une femme présidente? Dans 10 ans? Pourquoi dans 10 ans? Pourquoi 10 ans? Mais pourquoi pas en 2025? Pourquoi pas? Mais jusque-là, parce que mais jusque-là, le taux pour en ce qui concerne les femmes et les élections présidentielles, le taux est faible. Elle n'arrive même pas à passer les 30%. Les 2%. Oui, les 2%. Déjà. Voilà, vous voyez. Je vais vous dire c'est pour ça que vous n'êtes pas optimiste. C'est pour ça que vous n'êtes pas optimiste. C'est pour ça que vous n'êtes pas optimiste pour 2025. Parce que vous vous dites, déjà en l'état actuel, les femmes n'atteignent même pas 2%. Non, à plus forte raison, en 2025. Mais non, je pense qu'il faut vivre d'espoir. C'est pas une question d'optimisme, c'est une question de réalisme. Oui, de réalisme, mais ce que je ne sais jamais. Nous sommes seulement à quelques années d'un scrutin électoral important. Est-ce que vous pensez qu'une femme pourrait être à la tête en tout cas, des femmes seront candidates. Allez-y. Ce que je peux dire, effectivement, des femmes seront candidates et des femmes ont la possibilité de gagner cette élection. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui élisent massivement. Oui. Voilà, c'est les femmes qui sont les électrices. Il ne faudrait pas qu'on regarde, non, comme le gouvernement n'a pas décidé de prendre les 30% comme candidate aux élections présidentielles, donc aucune femme ne pourra. Non, même si c'est une seule femme
les femmes vont créer un consensus autour de cette candidature-là pour marquer la différence. Ça, c'est ce que je voulais relever. Nous avons des femmes de partis politiques. Si elles sont soutenues, si elles sont écoutées, elles ont de la matière à revendre. Donc, elles aussi, elles sont de potentielles présidentes. Donc, nous allons nous appuyer sur ça pour accompagner ces femmes qui vont se démarquer d'ailleurs à la présidentielle pour pouvoir aussi avoir une femme présidente en Côte d'Ivoire. Et ce que je voulais dire, pour aller dans le même sens que madame, c'est que la tendance mondiale va dans ce sens. Écoutez, regardez ce qui se passe en France. Bon, c'est notre pays de référence. Oui. Nous avons au jour d'aujourd'hui 6 candidates féminines. Nous sommes d'accord. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne avec madame Merkel. Dont 2 potentiellement dans le top 4. Oui, dans 2, dans le top 4. C'est pour dire que nous entendons, nous qui sommes sur le terrain, par-ci et là, quand nous sommes sur le terrain, nous entendons des personnes dire « Oui, les hommes là nous ont fatigués, on va essayer les femmes un peu pour voir. Oui. » Pourquoi? Ils nous disent que les femmes, quand elles sont à des postes de responsabilité à ces hauts niveaux-là, les femmes là, elles font des choix en tenant compte, en s'appuyant sur l'instinct maternel. Parce que oui, la femme, elle est plus sensible, et même les Nations Unies ont reconnu que les femmes étaient plus sensibles aux souffrances humaines, étaient plus sensibles aux inégalités sociales, et que les femmes étaient plus justes aussi. Donc nous espérons, avec ce que madame dit, nous allons donc, il suffit simplement que les femmes se soutiennent, que les femmes décident de soutenir une candidate féminine. Mais malheureusement, madame, je voudrais vous dire qu'il y a le problème des partis politiques aussi. On vous a bien compris. Voilà, puisque déjà, au sein des partis politiques, il y a des primaires. Il faudrait Nous sommes stressés par le temps. Donc on va retenir qu'il faut la synchronisation des efforts, dynamisme entre les femmes. Exactement. Les échanges, solidarité. La solidarité entre les femmes. Voilà. Merci, maître Viviane Tanoué. Je rappelle que vous êtes notaire de profession, vous êtes la présidente du Parti pour la République et la démocratie. PRD, vous êtes également membre Conseil du économique, social, environnemental et culturel. Et face à vous, il y avait Madame Noël Oulé, vous êtes la présidente de la plateforme des femmes candidates de Côte d'Ivoire. Vous êtes également membre du bureau politique du PDCI, RDA et entrepreneur. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin, on vous recevra et on continuera bien évidemment cette discussion. Merci beaucoup à vous, madame. Merci à vous, monsieur. Merci de nous avoir conviés à votre antenne. Merci à Maître aussi d'avoir partagé cet échange avec nous. Oui. C'est la fin de ce numéro du Talk Afrique. Restez sur Midi 1, l'information continue.